Bonsoir et bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya du Conspiratorium TV. Et je suis originaire d'Idjouy. Je ne cesserai jamais de vous le dire, c'est la meilleure île après Madagascar, en fait, meilleure grande île après Madagascar en Afrique et se situe entre les deux villes congolaises, Goma et Bukavu. C'est en plein lac Kivu, qui aussi est de la République démocratique du Congo, donc les gens d'Idjouy et en République démocratique du Congo. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de voir devant moi l'image de la télévision Kalonji TV avec Monsieur Eric Nyindo, qui est de la cellule de communication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, et j'étais heureux d'aller voir ce que c'est. Ces temps-ci, je ne sais même pas ce qui se passe dans les médias à cause de mes propres, de mes affaires. Ok, en fait, voilà, je remercie Kalonji de l'avoir fait venir devant ses spectateurs, devant ses abonnés, plutôt, si je dois ainsi le dire. Et ce que j'ai aimé de Kalonji, c'est qu'il n'a pas contrarié Monsieur Nyindo. Parce que quand on invite une personne, quelle qu'elle soit, ce n'est pas pour venir contrarier la personne, l'humilier ou quoi. C'est quand on pose des questions à la personne, on lui donne la chance de répondre, la personne répond à sa manière. Alors, on va tout le temps la ramener à la question, mais on ne peut pas contredire la personne. C'est que le but, ce n'est pas vraiment de faire sentir la personne mal, c'est vraiment laisser la personne s'exprimer, et c'est ce qu'il a fait. Je lui remercie, vraiment, il a bien fait ça. Merci Kalonji, c'était bien fait. Alors, cela étant dit, il y a eu une question qui pour moi, était capitale, et je n'ai pas été d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Nyindo. D'ailleurs, moi, je suis du Conspiratorium, et je n'hésite pas d'y aller quand il s'agit des théories de la conspiration qui s'avèrent d'ailleurs. Monsieur Bill Gates. Bill Gates, c'est un homme d'affaires, rien d'autre. Un homme d'affaires, donc c'est un commerçant. Un commerçant qui a vendu un logiciel qui est celui que vous connaissez, Microsoft. Son logiciel était si mal conçu et si mal fait qu'il ne contenait que des virus incroyables qui étaient en train de paralyser les ordinateurs du monde. Au point où les gens d'autres compagnies ont dû fabriquer des antivirus afin qu'on puisse utiliser les logiciels de Microsoft. Lui-même, Microsoft aussi, a vendu un autre logiciel antivirus. Donc, il vend un mauvais produit pour finalement dire, je vous apporte un produit qui va combattre le virus, le mal qui est dans mon produit, le vice qui est dans mon produit. Donc, il se fait de l'argent double et triple sur le dos de ses acheteurs, qui faisaient déjà de lui un homme malhonnête. Alors, c'était un multimilliardaire, vraiment un homme ultra riche, peut-être il est parmi les top 5. L'homme, après qu'il soit devenu si riche, il n'a plus rien à faire avec cet argent. Qu'est-ce qu'on fait? Toute personne qui devient riche cherche toujours à transformer maintenant son argent en pouvoir. C'est pour ça que vous allez le voir, dès qu'ils sont riches, ils commencent à se lancer en politique, parce qu'ils veulent transformer leur argent en pouvoir. Ils veulent maintenant voir comment ils peuvent décider du quotidien de chaque personne. Et c'est ainsi que, quand les États-Unis se sont retirés sous le président Trump, quand les États-Unis se sont retirés de ce qui sponsorisait l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les États-Unis étaient premiers donneurs. Donneurs, donc les gens qui donnent, qui font des dons, qui supportent l'Organisation mondiale de la santé. Parce que l'Organisation mondiale de la santé est comme privée. C'est une organisation des Nations Unies qui reçoit des argents qui viennent de partout. Les États-Unis étaient premiers donateurs. Après les États-Unis, c'était d'autres pays. À l'occurrence, le deuxième, c'était la Chine. Alors,
Quand les États-Unis se sont retirés sous le Covid, Bill Gates il s'est introduit. Il est devenu deuxième donateur. Après un État qui est la Chine, c'était maintenant Bill Gates. Donc aujourd'hui, l'OMS est entre les mains de la Chine et de Bill Gates. Bill Gates, pourquoi il vient dans l'OMS? Lui, il vient faire l'argent. C'est ainsi que tout de suite, il a commencé à pousser son vaccin. En fait, le vaccin américain contre le Covid. Mais vous ne pouvez pas vous demander pourquoi. Parce que dans le passé, quand il y avait un pays qui mettait au point un vaccin, comme du temps de Covid, quand les Américains ont trouvé un vaccin contre le Covid, les autres pays vont juste acheter les vaccins chez ce pays-là et attendre 5 années après pour faire des génériques. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt, la Russie a dit, moi je ne prends pas ce vaccin-là. Je fais le mien pour mon peuple et pour nos amis. La Chine a dit, moi non plus, je ne prends pas ce vaccin-là. Je fais le mien pour mon peuple et pour mes amis. L'Inde a dit, moi aussi, je fais mon vaccin pour mon peuple et pour mes amis. Pourquoi ils n'ont pas pris le vaccin américain? Parce que le vaccin américain a été mis sur la barre des accusés. Vous vous rappelez tous ces incidents-là de ce vaccin? Au point où il devait maintenant commencer à, ne fût-ce qu'à se défendre chaque jour, à arrêter les gens qui dénoncent ça. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des scientifiques qui ont perdu leur licence, qui ont été complètement muselés et d'autres, ils ne sont plus de ce monde parce qu'ils ont dénoncé le vaccin américain. C'était le vaccin de Bill Gates. Ce vaccin-là, je le laisse de côté. Mais maintenant, allez juste avant le Covid. Allez sur Internet si on n'a pas encore nettoyé à l'eau de Javel. Tout ce qui se trouvait sur Internet, vous allez voir des vidéos où Bill Gates lui-même tient une conférence. Et en pleine conférence, il montre derrière lui sur un tableau au mur une communauté des personnes à peau basanée noire, donc des gens des pays qui ne sont pas occidentaux et des pays qui ne sont pas des Chinois non plus, parce que les Chinois, qui ne sont pas Chinois, donc des gens qui sont comme des Pakistanais, Indiens, des Noirs africains, des gens de l'Amérique du Sud qu'on appelle les Latinos souvent, tout ça, des gens comme ça. Et ça portait sur le contrôle de la population ou la réduction de la population du monde entier. On disait qu'il devait réduire la population du monde entier du tiers d'ici 2030. Du tiers. Et comment le faire? Ils ont dit, Bill Gates le dit, si je dis quelque chose qui n'est pas correct, mais je reste dans la vérité, si je me trompe d'une parole ou de quoi, ne venez pas me blaster pour ça, allez juste regarder et vous comprendrez. Bill Gates lui-même, il dit ceci, nous allons contrôler la population et la réduction de la population du monde par plusieurs moyens, dont le vaccin. Dont le vaccin. Et il dit, nous allons nous assurer que ces populations qui sont sur le tableau, qui ont besoin de ce vaccin, puissent l'avoir. Et vous avez vu comment les populations en soi ont réagi. Le vaccin américain a été refusé par ces populations-là. Ils sont venus, ils l'ont imposé au président Tshisekedi qui venait de prendre le pouvoir. Le Tshisekedi comprenait les problèmes. Il savait ce qui se tramait. Il n'a pas voulu se mettre tout le monde sur ce dos-là. Qu'est-ce qu'il a juste dit? Il a dit, j'accepte ce vaccin, mais je demande qu'il y ait le transfert de technologie pour que ces théories de complot de conspiration ne puissent pas entraver
le succès du vaccin. Ce que Tshisekedi n'est pas fou. Il sait ce qui se disait. Et il sait que ce n'est pas faux ce qui se disait. Mais pour ne pas se mettre ces multimilliardaires sur son dos, pendant que son pays n'a que le budget à ce temps-là de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Le budget de la CIA seulement est rendu à 15 milliards de dollars. CIA à 15 milliards, les budgets actifs, pas les imprévus. 15 milliards de dollars de la CIA. Et le Congo n'avait que 4 milliards de dollars. Avec les meurtrissures de plus de 30 ans de maltraitance, de saccage de notre pays, de déchirement, tout ça, Tshisekedi ne voulait pas se mettre général sur le dos. Alors il a juste dit, amener la technologie, transférer la technologie pour que ce soit fabriqué sur place et que les populations puissent croire au vaccin. Ça n'a pas été fait. Et Tshisekedi n'a pas forcé le vaccin à personne. On a amené, on a mis ça à Kisangani, tout ça, dans des grands laboratoires et c'était resté là jusqu'au point où l'affaire du Covid est tombée et je ne sais pas ce qui est arrivé au vaccin. Les quelques gens qui croyaient au vaccin, qui ont couru vite le prendre, savent eux-mêmes le prix qu'ils ont payé. Je ne cite pas d'autres personnes. Dans ma famille, on a eu des victimes. Je disais, ne prenez pas, ne touchez pas à ce vaccin. Parce qu'ils veulent aller tellement... bon, ils ont pris des vaccins. Il y a eu des victimes. Il y a des gens qui n'existent plus à cause de... On avertissait les gens, mais les gens n'écoutaient pas parce qu'ils croyaient. Voilà. Alors, Monsieur Kalonji a posé la question d'Eric Nundou. Il dit, vous connaissez la réputation de Bill Gates et vous voulez nous amener des vaccins. Eric Nundou court vite et dit, ah non, vos complots de conspiration, tout ça, de ça, moi je n'ai pas de preuves. Eric Nundou connaît mieux que ça. Je sais qu'il ne veut pas embarrasser son président. Il ne veut pas que son président puisse avoir la communauté internationale sur son dos. Parce que ceux qui ont organisé cette rencontre-là l'ont fait exprès pour nuire au président. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de Bill Gates. Le président Tshisekedi n'a pas besoin d'avoir quelqu'un comme Bill Gates. Bill Gates est impliqué du pied à la tête au Rwanda. Bill Gates et la famille Clinton, ils sont une personne. Bill Gates et Warren Buffett, ils sont une personne. Bill Gates, avec toutes ces multinationales pharmaceutiques, de l'armement, ils sont une personne. Et c'est eux qui ont fait du Rwanda ce monstre que le Rwanda est aujourd'hui. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Ils savent que le Rwanda a causé la mort directe et indirecte de plus de 15 millions de Congolaises et de Congolais. Ils n'ont aucune sanction contre le Rwanda. Aucune mesure prise contre le Rwanda. Aucune mesure de sanctions sur les armements ou je ne sais pas quoi. Non, ils investissent. Regarde, c'est eux qui investissent. Le Rwanda n'a pas l'argent. C'est eux qui investissent au Rwanda, dans la construction des routes, des hôtels, des restaurants, tout, c'est étranger. Donc aujourd'hui, si Kagame tombe, parce qu'il a signé lui-même avec ces gens-là, tout tombe à l'eau. Et ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de forcer à Tshisekedi de négocier avec le Rwanda. Donc ils veulent que Tshisekedi cède au Rwanda. Alors, les gens qui ont occasionné ou qui ont forcé cette rencontre, Tshisekedi a juste joué le jeu pour faire quelque chose que le Rwanda peut-être pourrait trouver pas correct. Parce que le Rwanda va appeler Bill Gates et va dire, mon cher, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es avec Tshisekedi? Parce que Tshisekedi et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde. C'est ça peut-être
que Tshisekedi veut faire. Et j'espère qu'il ne va pas prendre les affaires de Bill Gates et les amener chez nous. Parce que Bill Gates, au moment où on se parle, il ne peut même pas oser encore parler au Kenya. Il a investi au Kenya dans des histoires de vaccins. Et je pense que c'était le même vaccin là qui veut amener chez nous et qui a causé du tort à la population kenyane. On l'a chassé et le Kenya l'a poursuivi pour, je pense, 10 milliards de dollars. Je pourrais me tromper, mais ce problème est là. Le problème pourrait être là, je me tromperais sur les sommes d'argent. Mais le problème, lui, il est là. Alors, Kalonji n'a pas contrarié son invité, il a posé des questions qui sont légitimes, l'autre là a couvert des choses. Il aurait pu dire que, j'ai déjà entendu des choses comme ça, mais ce n'est pas encore vérifié, je n'ai pas vérifié. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un philanthrope, un bienfaiseur. Nous allons vérifier le tout, nous ne sommes pas fous. Mais il n'a pas dit, il a par contre commencé à dire, non, des théories de... Hier, j'ai aimé, il y a un compatriote congolais qui a parlé de ça, il a parlé de Bill Gates et tant d'autres choses. Il a dit, Monsieur le Président, ne touchez pas à ça. Je me joins à ce compatriote. Moi, ma voix est avec ce frère-là. Du Congo est à nous. Homo Congolus, que vous connaissez. Mubenga. Yuma Barayangi. C'est lui, l'auteur de tout ça. Je me joins à lui pour dire, parce que moi, dès qu'on a monté, c'était en direct. C'était sur Twitter, le compte du ministère de la Communication et de la Présidence, je pense, ou de la Présidence. J'ai vu ça en direct. Quand le président de la République se donne une grosse accolade avec étreinte, Bill Gates, moi, j'ai écrit un commentaire, j'ai dit, pourquoi on ne fait pas de recherche sur l'individu avant de se lancer dans des choses comme ça? Allez voir ce qui s'est passé au Kenya et en Inde avec cet homme-là, Bill Gates. Et vous voulez nous amener cet homme? Allez voir, le commentaire était là en direct. Comme j'ai une petite chaîne de télévision, vous allez tout de suite voir que c'était moi qui avais fait ce commentaire. Et vous pouvez lire mon commentaire. J'étais en désaccord total, mais qui suis-je? Je sais que le président de la République, lui, n'est pas dupe. Il voit tout ce qu'il veut gagner, c'est du côté diplomatique. Il veut aussi fragiliser l'ennemi, c'est le Rwanda. Oebi nenge bambanda basalanaka, mbanda akoluka alesa mobali kitoko, po mwasi mosusu wana kanisake, mobali akomu kolingaye koleka ye. Vous comprenez? Akomu kolingaye koleka ye. Non. Akomu kolinga mbanda koleka ye. C'est mieux dit, hein? Ok, c'est ça. Alors, je pense que c'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Mais je ne pense pas qu'il va se lancer tête première. S'il veut les ordinateurs, il n'a qu'à demander à ses patriotes de foi, comme la Chine. S'il veut accès Internet, il n'a qu'à demander à eux. La Chine a son Internet. La Russie a son Internet. L'Iran a son Internet. Ce sont là des pays qui n'ont pas vocation à venir nous assiéger encore et nous esclavagiser, nous coloniser. Vous allez me dire, coloniser, on n'est pas sûr, parce que... Non, regardez l'histoire. Vous n'avez qu'à aller dans l'histoire. Est-ce que ces gens-là ont aidé d'autres pays dans le passé? Oui. Est-ce qu'ils avaient colonisé ces pays-là? Non. Par contre, ceux qui sont avec nous, derrière qui on court chaque jour, c'est eux les colons. C'est eux les martyrisateurs. C'est eux qui nous ont esclavagisés. C'est eux qui nous ont fait le tort que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc nous courons après, je ne sais pas. Je ne sais pas qui fait ça. C'est que le Congo est à nous, a dit hier, a plutôt trouvé
mon adhération, mon adhésion, voulais-je dire, quand le Congo Etano a dit que est-ce que il y a des pourboires dans tout ça? Est-ce que ces gens-là qui ont amené Bill Gates au président Tshisekedi ont des intérêts personnels? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Vous avez plus de 100 millions de monde au risque à tout moment. Vous allez amener un tueur en titre, renommé, connu et reconnu, et vous voulez l'amener chez vous. Pourquoi tous ces essais chez nous? Pourquoi? Effectivement, il a posé de bonnes questions. Mon frère Congo Etano, salut. Tu as posé de bonnes questions et je suis d'accord avec toi. Le Ebola, sous Mobutu, c'est là que ça avait commencé. Du temps de Dr Luruma, vous vous rappelez? Quand ça avait commencé. Ebola. Chez nous. On ramène une autre version d'Ebola sur le Dr Muyembe. Chez nous. Et puis, c'est cette affaire-là de variole du singe. Chez nous. Toujours au Congo, toujours au Congo, toujours au Congo. C'est là qu'on veut faire toutes les expérimentations. Cet homme-là qui veut venir là, on peut se passer de ses ordinateurs à lui. Il dit qu'il va amener Starlink. Starlink, c'est quoi? Starlink, c'est un satellite. C'est un satellite qui offre des signaux Internet. C'est tout. Qu'on peut trouver avec n'importe quelle autre compagnie. Ils ne sont pas meilleurs. Ils les ont juste plus vulgarisés. C'est moins cher par rapport aux autres. Et ce n'est pas Bill Gates qui est nos propriétaires, c'est Elon Musk. Oh, Elon Musk, qui lui investit aussi abondamment au Rwanda. Elon Musk qui est avec la famille Bill Clinton. Elon Musk qui est avec Bill Gates. Vous voyez? Lui, il amène des ordinateurs avec plein de virus dedans. Il demande à Elon Musk de nous donner Starlink. Starlink qui vient avec son Internet, qui sera accordé à ses ordinateurs. Donc, ils se grattent le dos l'un l'autre. Et après ça, ils apportent le vaccin dans le corps des cobayes pour réduire la population. Les populations noires font peur. Ils seront majoritaires. Dans pas long, il faut réduire ces populations-là. C'est tout ce qu'il y a derrière eux. Et quand le président Tshisekedi n'arrête pas de vanter sa jeunesse, qui protège sa jeunesse, ils se disent, allons vite, avant que cette jeunesse ne puisse exploser et qu'on puisse manquer le marché. Allons-y, allons les exterminer le plus tôt possible. Vous vous rappelez les contraceptions qu'ils avaient imposées à nos femmes? Ce n'étaient pas les mêmes pilules qu'ils donnaient ici. Non. Les pilules de contraception qu'ils amenaient là-bas chez nous, ce ne sont pas les mêmes qu'ils donnent ici. Et vous avez vu ce qui est arrivé à nos femmes. De fausses couches, des bébés qui naissent avec des malformations de toutes sortes. Et d'où ces bébés qui naissent avec les jambes, polio, tout ça, blablabla. Tout ça, c'est de l'amalgame. J'espère qu'on va s'en sauver. J'espère que le président Félix Tshisekedi ne va pas aller jusqu'au bout avec cette affaire. Ou il va exiger que nos spécialistes puissent examiner chaque vaccin, pourvu qu'eux aussi ne soient pas corrompus, l'examiner, l'homologuer, avant que ce soit introduit dans le corps des Congolaises et des Congolais. Sinon, oui, c'est l'extermination qui continue.
Le Rwanda les a aidés. Le Rwanda a éliminé déjà plus de 15 millions de Congolais. Pour eux, pour les Occidentaux, non, qui veulent réduire la population du monde. Le Rwanda les a aidés. C'est pour ça qu'ils ne condamnent pas le Rwanda. Il n'y a pas de sanctions. Ils continuent à fournir des armes au Rwanda, de fournir de l'argent au Rwanda, de donner tous au Rwanda, de former les soldats rwandais, payer les policiers rwandais. Tout. Le Rwanda vit principalement du vol des matières premières en République démocratique du Congo et des dons de l'Occident. 60% des matières volées au Congo et 40% des dons de l'Occident. Le Rwanda ne produit rien. Et vous savez quoi? Quand on dit le Rwanda est le premier producteur du coltan, là, oui, les gens m'ont dit que ouais, il y a des Congolais qui reçoivent de l'argent du Rwanda. Ils ont des comptoirs partout, dans le nord Kivu et à Goma. Ils reçoivent du coltan avec l'argent du Rwanda et ils amènent ça au Rwanda. J'ai écouté le frère Baitakwira qui disait, lui aussi ne comprend pas pourquoi on ne ferme pas la frontière. Que si on fermait la frontière, le Rwanda s'écroulerait. Le Rwanda ne s'écroulerait pas. Le Rwanda aurait un peu de difficultés, mais les Congolais qui sont à la solde du Rwanda trouveraient toujours un moyen pour tout amener au Rwanda. Regarde, on a fait ça avec l'or, non? L'or, on a déjà coupé. Mais comment le Rwanda continue à recevoir l'or du Congo? C'est à cause par ces Congolais-là qui font des mains et des pieds pour amener l'or toujours au Rwanda. Ils préfèrent amener l'or au Rwanda, le vendre moins cher là-bas que de l'amener à des comptoirs congolais où il aura 1 ou 2 dollars de plus. Donc c'est déjà dans la mentalité comme ça. Parce que quand il a l'accès au Rwanda, le week-end il va au Rwanda avec sa famille, ils sont dans des meilleurs hôtels et tout ça. C'est ça qu'ils veulent, c'est tout. Alors, pour parler encore de ce qu'a dit notre frère Bitakwira, l'idée est bonne, mais n'est pas efficace ou n'est pas à jour. Pourquoi nous n'avons pas de route? Si le président Tshisekedi, dès qu'il a pris le pouvoir, il était parti dit, ok, le Kasaï, c'est le centre de la République démocratique du Congo. Je vais partir de ce rond-point, construire les routes qui vont vers la périphérie, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il construit seulement de grosses routes, que ce soit des autoroutes ou seulement des grands boulevards qui vont jusque-là. D'ailleurs, on va finir par les appeler des autoroutes à cause de leur distance et leur grosseur. Il conduit des autoroutes qui vont dans ce sens-là. Il aurait déjà fini. Il donne ça, par exemple, aux Chinois. Vous allez me dire, les Chinois avaient construit des routes avec Kabila et les routes se sont désagrégées quelques mois après. Ce n'est pas la faute des Chinois parce que les Chinois construisent des routes chez eux. Pourquoi les routes des Chinois là-bas ne tombent pas en morceaux? Ils construisent au Pakistan. Pourquoi ça ne tombe pas en morceaux? Pourquoi ils ne tombent pas en morceaux ailleurs? C'est parce que c'est ce que nous demandons. Si vous venez, vous leur dites, construisez-nous une route, 5 km de route avec 200 millions de dollars. Ils vont vous dire, ok, bon, 200 millions, oui, ça peut construire ça. Supposons vous dites non, avec exemple, hein, je donne juste un exemple. Vous construisez cette route. Les spécialistes disent cette route coûterait 5 milliards de dollars pour que ce soit fait. C'est juste un exemple, là. Ne venez pas vous dire, tu exagères, tu ne sais pas de quoi je parle. Oui, je ne sais pas de quoi je parle, je donne l'exemple. 5 milliards de dollars pour cette route. Et vous venez vous dites aux Chinois, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir la même route à 1 milliard? Les Chinois diront, mais ce ne sera pas la même qualité. D'abord, ce sera d'une petite épaisseur. On ne va pas utiliser les mêmes matériaux qui vont résister aux intempéries. Ce sera juste, non, faites quelque chose parce que nous avons des élections qui viennent là. On veut que les gens puissent porter le nom de Raïs dans la bouche juste pendant que c'est tout l'essentiel. Et dans l'entretemps, hein, vous allez dire que ça n'a pas coûté 1 milliard, ça a coûté 3 milliards, ok? Les Chinois disent, et nous, vous prendrez 500 millions de plus dans ça. Non, vous pouvez même prendre 1 milliard. Et puis vous nous donnerez le reste. Et c'est comme ça que les routes qui étaient construites étaient mal faites.
Mais si vous venez, vous leur dites, nous voulons une route d'au moins une longévité de 25 ans avant qu'on commence l'entretien. Ils vont construire les routes comme ils les construisent chez eux. Ça va coûter autant. Mais il ne faut pas qu'ils empruntent les Congolais, parce que j'ai vu avec les projets à Kinshasa, hein, non, avec une pelle, il va comme ça, il regarde, il fume, mais ils apportent leur chinois, là, il reste et dit, je veux que les routes soient construites en temps de temps. Et ils savent comment ils construisent les routes chez eux. Ils disent, chez nous, avec les mêmes matériels, avec la même qualité de route, nous construisons autant de kilomètres par jour, mais nous employons autant de gens. Chez nous, nous avons les gens. Oui, faites-le faire par les Chinois. Faites-le faire par les Chinois. Nous aurons ces routes-là et après, on peut maintenant mettre le Congolais pour l'entretien et le maintien, mais que les routes soient construites. On aurait déjà eu ces routes-là. Et on aurait maintenant, à partir de là, des denrées alimentaires qui circulent partout dans le pays. Vous imaginez les Njukumabwe qui sortent de Kasenga. Vous connaissez les Njukumabwe, peut-être pas, mais ce sont des grains qui ressemblent aux arachides. On les appelle les Njukumabwe, qui partent de Kasenga, qui vont juste prendre 2 heures de temps, ils sont dans Lumbashi. 2 heures ou 3 heures de temps. Mettons, ils sont dans Lumbashi. Vous prenez les... Si, par exemple, vous voyez, le Kasaï est plat, hein, j'étais là-bas, c'est plat, il n'y a pas vraiment de grosses montagnes, c'est plat. Donc, le sol doit être très, très fertile là-bas. Donc, on produise beaucoup de maïs là-bas. Ça va aller tout de suite dans le reste du pays à une vitesse incroyable, très vite. Le pays n'allait pas souffrir, mais regarde, les étrangers savent que nous n'avons pas de route, nous n'avons même pas d'avion. Ce qui est produit au Bas-Congo, les mangues là qui pourrissent sur les routes là de Kassangoulou, tout ça pour aller au Bas-Congo là, ces mangues là pourrissent là-bas parce qu'ils ne peuvent pas être acheminés dans les grandes villes. Les matungulu qui partent de Sanzi quoi. Moi j'ai été acheter des matungulu à Sanzi quoi, au Bas-Congo, et j'ai amené ça au marché Kandakanda là dans des camions. Moi j'ai tout fait. Hein. J'ai amené les matungulu au marché Kandakanda. Mais à quel prix? C'était tellement difficile. Maintenant, là, les oignons qui sont là-bas pourrissaient dans les villages à Sanzi, quoi. Ça pourrissait là-bas. Quand nous, on n'allait pas les acheter, les villageois ne se donnaient même plus la peine de les produire parce que ça va pourrir sur place. Mais si les villageois savent, non, il y a les routes, les gens viennent chaque jour, mais ils vont les produire, ils vont eux-mêmes les acheminer jusque sur la route et le commerçant vient les acheter sur place, ils amènent ça à Kinshasa. Donc, on n'aurait jamais de pénurie des denrées alimentaires. Vous allez au Bandundu où ils produisent du manioc comme vous ne pouvez pas penser. Ça va vite s'acheminer à Kinshasa, ça va aller à Goma. À Goma, on produit les pommes de terre, ça va partir vite. À Idjou, il y avait des bananes, il y avait des ananas, je ne sais pas si il y en a toujours autant. Comme Idjou, c'est une île, mais quand même, on met des bateaux qui prennent ça, ça amène à Bukavu. À partir de Idjou, on peut construire un petit aérodrome qui vient là-bas et qui prend les ananas, ça amène à Goma, ça amène à Kinshasa, tout ça vite, c'est fait. Mais nous n'avons pas l'infrastructure que ça nous prend pour produire comme ça au Congo. Si le Rwanda ferme sa frontière, le Rwanda peut survivre, mais les gens de Goma vont succomber. Si le Burundi ferme sa frontière, ils vont survivre, mais les gens de Bukavu vont succomber. Regarde ce que la Zambie nous a fait. Nous avons vite couru, hein, quand la Zambie a fermé sa frontière. Nous avons vite couru, nous avons tous aidé à la Zambie pour que la Zambie puisse rouvrir ses frontières. Vous voyez? Parce que ceux qui ont dirigé le pays avant l'ont mis dans ces circonstances-là exprès. Parce que leur mission, c'était de mettre la population congolaise à genoux devant les populations avoisinantes. C'était de mettre le Congo à genoux devant les pays avoisinants. C'était leur but. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a des conseillers qui ne sont là que pour le nom d'être conseillers et ils attendent le jour de paix. Ils ont leur argent, ils vont dans les boîtes, ils font tout ce qu'ils savent faire le mieux, que vous savez, qui est juste limité au plaisir de la chair. On comprend, c'est ça qu'ils veulent, c'est tout. Ça se limite là. Vous vous rendez compte, si Eric Nyindu
avait pris la peine de parcourir un peu Internet pour savoir celui que le président de la République va rencontrer, qu'est-ce qu'il est, à part ce que nous savons des ordinateurs, qu'est-ce qu'il est d'autre. Il allait trouver que cet homme-là, c'est un vrai bandit de grand chemin. C'est un tueur à sang-froid. Il allait dire, monsieur le président de la République, voici ce que je vais vous dire, mais maintenant, si vous voulez le rencontrer, on peut toujours organiser ça. Vous savez, quand on a des conseillers, un président de la République n'est pas un magicien, n'est pas un savant, il n'a pas à être ni l'un ni l'autre. Il n'a qu'à avoir des bons collaborateurs, des gens qui courent jour et nuit pour lui. Un conseiller, c'est une personne qui frôle le surménage chaque jour. C'est une personne qui a presque les nerfs qui craquent chaque jour. En fin de journée, il n'en peut plus. Il a hâte d'aller se reposer chez lui, et embrasser sa femme et ses enfants, dormir parce qu'il sait que le lendemain, il a une grosse journée. C'est celui qui va sur Internet, sur TikTok, YouTube, partout, en train de feuilleter, savoir ce qui se passe, qui a dit quoi, qu'est-ce qui se dit en Russie, qui va avoir de l'implication sur son pays et avertir son boss. Vous savez, boss, dernièrement, les Américains ont aidé les Ukrainiens à bombarder une cache de munitions des Russes de plus de 400 tonnes de munitions. Et vous savez ce que les Russes ont fait? Les Russes, ça fait déjà 2 jours qu'ils font exploser 2 bateaux qui amènent des munitions de haute précision qui partent de l'Occident vers l'Ukraine. C'est que pour le moment, si vous voyez bien, la Russie est en train de gagner cette guerre. Même si nous aimons l'Occident, faisons attention. Parce que quand tout ceci va finir, les Occidentaux vont se retrouver, ils vont aller parler aux Russes, ils vont penser leur plaie. Mais nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Si nous avons craché sur la main des Russes qui ne nous ont jamais fait du mal, qui ont toujours soutenu les pays africains et les pays pauvres, si nous ne voulons pas nous prononcer parce que nous avons un problème rwandais qui ressemble au problème russo-ukrainien, mais au moins taisons-nous. Mais au moins, utilisons d'autres voies pour maintenir. Allons leur dire, s'il vous plaît, comprenez notre situation. Alors, pour faire ainsi, nous allons tout faire passer par la Chine. Et avec la Chine, voici ce que nous allons faire manigancer. Et c'est ainsi que nous allons travailler en symbiose. Mais le conseiller du président, il se repose plus que le président. C'est le président de la République qui doit tout le temps passer du temps à passer des appels, à savoir ce qui se passe, à lire la presse internationale, à lire la presse locale, à écouter les petites chaînes YouTube des gens qui soutiennent ces actions, des choses comme ça. Ce n'est pas le président. Le président devrait travailler moins, se reposer plus, mais être efficace. Parce que le matin, chaque conseiller va voir le directeur de cabinet, il dit, voici ce que j'ai trouvé, voici ce que j'ai trouvé, voici ce que j'ai trouvé. Le directeur de cabinet vient voir le président, tel conseiller m'a dit ceci, tel conseiller m'a apporté ceci, tel conseiller m'a apporté ceci, voilà. Maintenant, vous pouvez vous décider. C'est comme ça. Mais eux ne font jamais cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être proches des Occidentaux, des Européens. C'est ce qu'ils veulent. Parce que eux, ils ne se voient pas là-bas. Ils savent que si ça chie, ils prennent leurs bagages en France, en Belgique, aux États-Unis, et ils sont accueillis en amis, avec sourire et joie. Ils ont fait du bon boulot pour eux. Pas pour la République démocratique du Congo. Ils parlent un français fignolé, tout ça. C'est de la merde. C'est de la merde. En communication, on pouvait prendre Lambert Mende. Il ferait un travail impeccable. Lambert Mende ferait ça. Oh, on veut donner la place aux jeunes. Oui, un jeune qui n'est pas efficace, laissez le vieux qui est efficace à sa place. Il va former des jeunes. Quand ces jeunes-là sauront faire le travail, le vieux va prendre sa retraite. Mende reste incontournable quant à la communication. Car dans la communication, il y en a deux. Il y a
la publicité pour faire connaître la marque et lui donner du prestige. Donc la marque, c'est le président et le pays, lui donner du prestige. Et le marketing, c'est pour la vente. Donc, allez maintenant vendre le plan du président, vendre le Congo pour que ce soit alléchant que ces gens-là viennent. Ils sont déjà sympathiques au président, ils sont sympathiques au pays par la publicité. Maintenant, ils sont convaincus qu'ils peuvent venir apporter leur argent au pays par le marketing. C'est ça la communication. Et ils ne font rien. Mais vous allez voir tous. Ceci, il est diplômé de hautes études, de stratégie, je sais pas quoi. Tous, je sais pas. Ils sont tous passés par l'école militaire, là où ils vont étudier en stratégie de défense et sécurité. Tous, ils ont ça. Et quelle stratégie de défense et sécurité on voit? Rien du tout. C'est toujours des erreurs qui se commettent, des erreurs de stratégie partout par là. Tshisekedi a gagné. Tshisekedi a gagné le positionnement stratégique. Il a battu le Rwanda du point de vue stratégique. Mais maintenant, pour que ça se reflète, parce que du point de vue stratégique, il a mis le Rwanda KO. Le Rwanda ne pourra plus jamais avoir le dessus sur le Congo. Le Rwanda ne pourra plus décider au nom du Congo. Le Rwanda ne peut plus aller à l'extérieur parler au nom du Congo, car Tshisekedi, du point de vue stratégique, a gagné cela. Mais maintenant, nous retournons du point de vue tactique. Zéro. Parce que tout le monde, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont étudier leurs affaires. Hein? Ouais. Il y a tellement de gens qui connaissent les choses. Hein? Il y a tellement de gens qui connaissent les choses que si on peut leur prêter seulement attention, parce qu'ils ont fait leurs preuves ailleurs, on leur dit, ok, venez ici, dites-nous qui vous êtes. Ok, voici ce que je suis. J'ai fait telle formation, telle formation, telle formation, telle formation. J'ai été impliqué dans telle mission, telle mission, telle mission et telle mission. Ça a réussi, ça a réussi, ça a échoué, ça a réussi, ça a réussi. Alors, qu'est-ce que tu peux pour nous? Je peux aller ici. Voici, si je fais ceci pour vous, nous allons atteindre tel objectif tactique. Si nous obtenons ces objectifs tactiques, nous allons maintenant aller vers les objectifs opérationnels. Quand nous avons atteint ces objectifs opérationnels, nous avons la chance car nous n'avons plus rien à faire du côté stratégique. Tshisekedi avait commencé par ça. Or, tout ce qu'on cherche, c'est la défaite stratégique de l'ennemi. Tshisekedi a commencé par le faire tout seul. La guerre stratégique qu'il a gagnée. Donc, il ne reste qu'à faire atteindre des objectifs tactiques et opérationnels qui sont de la mer de Congo. C'est tout. Alors, on le fait et on n'a même pas besoin de dire, ok, maintenant, c'est vous qui allez le faire. Non, je dis seulement comment le faire et on check parce qu'il y a des gens qui sont bien formés. Il y a des gens que Mobutu avait formés. Quelque vieux qu'ils soient, ils avaient fait cela et ils sont là. Ils peuvent, ils connaissent le terrain, moi je ne connais pas le terrain, ils connaissent la philosophie, moi je ne connais pas la philosophie. Ils connaissent le soldat congolais, moi je ne le connais pas. Eux, ils vont le faire. Ils sont là. Ils sont vieux, oui, ils ont des nerfs sciatiques par-ci par-là, des genoux rongés, les disques, des hernies discales, mais ça ne fait rien. Ils peuvent toujours faire ces stratégies qui vont être des stratégies gagnantes. Pourquoi ne pas les utiliser au lieu d'utiliser les soldats qui se sont retrouvés soldats seulement en uniforme, on leur a porté des grades de général et tout ça, ou de colonel, sans vraiment avoir suivi le cursus d'un soldat. Il ne connaît pas la qualification militaire de base. Après ça, il n'a pas suivi un entraînement intensif quotidien de soldats, l'aguerrissement étape par étape d'un soldat. Non, ils ne connaissent pas ça.
Banamoulé Tatou, tout d'un coup, il vient d'un groupe armé comme ça où il avait le grade de colonel là-bas. Général, Banamouti Apal. Tshisekedi vient trouver cet homme-là qui est général. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous pensez qu'un général, on va juste le balayer de la main comme ça? Non, ça se fait pas. Ce qu'il faut, trouver un moyen de le sortir de la main. Est-ce qu'il veut lui-même le faire? Je ne sais pas. Il a formé des officiers depuis qu'il est là. Si ça fait déjà, ça fait 6 ans qu'il est à la gestion des affaires au Congo, et qu'en ce temps-là, il ait formé des officiers, je pense qu'en 5 ans, ces officiers-là, s'ils ont bien suivi le cursus normal, pas des étapes sautées, vraiment, s'ils ont suivi étape par étape de la formation normale du soldat, ces officiers-là, peut-être qu'ils sont déjà, certains sont des majors, peut-être des lieutenants-colonels. Il n'a plus besoin de ces généraux, des vieux généraux de Kabila là. Il peut juste demander aux vieux généraux de Kabila de prendre leur retraite et leur donner une belle enveloppe. Ils vont se la couler douce. Mais c'est difficile parce qu'ils sont déjà impliqués dans la mafia. C'est qu'ils sont avec les ennemis, avec ces organisations internationales qui sont chez nous, les ONG. Ils sont déjà impliqués dans tout ça. Mais il faut prendre le risque. C'est le risque qu'il faut. Les Burkinabés ont pris un risque. Regarde ce jeune-là. C'est un jeune capitaine. Je ne dis pas qu'on doit prendre seulement des capitaines. Non, au grand mot, le grand remède. On peut prendre ces lieutenants-colonels, ces majors qui se dit voire même les capitaines qu'il a formés. Il est sûr d'avec eux. Il les place. Ils vont faire un travail impeccable. Ils vont commettre des erreurs. Malheureusement, une erreur du point de vue armé, c'est inacceptable parce que chaque erreur, c'est mort d'homme, mais ils vont en commettre. À cause de toutes ces erreurs-là, vous savez qu'il y a le principe de 10% dans les armées occidentales. Je vous en parlerai. Le principe de 10%, je vais juste vous le dire d'une manière succincte, c'est-à-dire quoi? Un boss, un commandant, a droit de perdre 10% de son personnel et du matériel, pourvu que le 90% soit épargné. C'est un succès pour lui. Et quand est-ce qu'on a instauré ça? C'est quand on a trouvé que les généraux américains ne comprenaient rien de comment mener la guerre et qui faisaient massacrer leurs hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a dit que, mon Dieu, pour que ces gens-là ne puissent pas avoir de mauvaise réputation, il faut qu'on instaure le principe de 10%. Donc, s'il a perdu 10% de son personnel, on va toujours dire que c'est un succès. Et ainsi, vous entendez toujours parler de Général Patton. Général Patton. Il y a même des films qui s'appellent Patton. Aujourd'hui, dans des écoles militaires américains, ils vont juste étudier Patton, le film. Le film, Hollywood, Patton, pour former leurs officiers. Et pourtant, ce n'était pas un général tel que vous l'entendez là. C'était du désastre sur désastre. Je l'ai dit pourquoi? Le premier exemple. Par exemple, vous voyez un général qui va larguer son monde, ou les déployer sur une plage où il y a du sable mouvant. Donc, le sable mouvant, c'est une terre qui est instable, boueuse, et qui, si vous mettez vos pattes, quand vous bougez, vous vous enfoncez plus dedans, et vous ne pouvez pas bouger. Il les a déployés là-bas, contre les Allemands qui avaient des fortifications sur les montagnes là-bas. Et les Allemands les ont dépecés en petits morceaux avec des mitrailleuses, comme vous n'avez pas l'idée. Alors, pour cacher tout ça, 10%, comprenez, ça prenait ça. Alors, oui, mais on n'a pas pu, quand on a remarqué cela, on n'a pas pu déployer le reste du contingent. 90% a été sauvé. 10% a été sacrifié. Il ne faut pas des officiers comme ça.
Mais vous voulez former des officiers? Vous voulez former des officiers? Des gens qui savent comment mener la guerre, et surtout la guerre moderne. Ne regardez pas loin. Allez chez le bon vieux Vlad. Car les armées de l'Occident, ces 3 dernières décennies, et même plus que ça avant, nous ont fait des guerres de type expéditionnaire contre les talibans, des gens qui ne sont pas organisés comme une armée. C'est-à-dire, ils vont combattre des forces qui ne sont pas organisées en armée, qui ne sont pas équipées, même pour le 100e de ce qu'eux ils ont. Ils vont là-bas, ils les massacrent, ils larguent des bombes, ils tuent tout. Ils viennent en train de dire, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ils sont rien. Parce que vous vous battez. Un Mike Tyson qui vient se battre contre moi et qui me décroche la mâchoire, qui là se dire, ah, na beti, anke wana donc zui dene n'kuba. Il serait fou de se vanter que Mike Tyson aille s'affronter à Evander Holyfield pour qu'il vienne nous parler encore de ça. Et c'est ce que vous voyez en Ukraine. Tous les Mike Tyson et le reste sont contre un seul, Evander Holyfield. Le résultat, vous le voyez sur le terrain. Vous voulez former du soldat. Envoyé en Russie. Soyez le bienvenu au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Et à la prochaine conversation. À d'autres. Théorie de conspiration. Bill Gates, c'est la merde. Bill Gates, c'est la mort. J'espère que ma vidéo ne sera pas bloquée. À la prochaine. Mon frère Mputu, Déborah, Dorcas, Mitterrand et Kabangu et les autres dont je ne me souviens pas le nom. J'espère vous revoir demain ou après-demain. Ah, Muyembe. Et qui d'autre? Il y avait un autre. Il y en a ceux-là qui interviennent souvent. Moi, même quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'aime seulement que la personne vienne me dise, non mon cher, ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais voici la vérité. Malheureusement, quelqu'un va me dire que j'ai pas dit la vérité, il me dit pas où se trouve la vérité. Ce qui fait qu'il ne m'aide pas. Mais si quelqu'un me dit, vous avez dit quelque chose d'invraisemblable, allez vérifier à tel endroit, j'irai vérifier. Et je me ferai le grand plaisir de venir pour dire ce qu'il a dit et dire qu'il avait dit vrai et contredire ce que j'avais dit avant. Au plaisir. Votre frère Bertin Bahaya. Hurrah!